se retrouve maintenant pour la partie de Fusion 360 pour la réalisation du routage et de la carte électronique. On a vu que pour concevoir un projet électronique, on avait un certain nombre d'étapes. On a la saisie du schéma, la simulation du fonctionnement, l'association des composants boîtier. Ça, c'est fait ou on verra plus tard. Il nous reste maintenant le routage du circuit imprimé. Donc, encore une fois, je répète, comme il s'agit d'arriver le plus vite possible à un produit fini, on va éliminer un paquet de fioritures. Donc, on va se limiter au placement des composants, surtout un très long chapitre sur les règles de conception et les réglages du PCB, et on verra aussi comment faire les routages manuels et automatiques. J'ai pris le parti pour cette vidéo de ne pas m'occuper de la forme du PCB. Je vais garder celle qui est proposée par défaut, à savoir un rectangle, sachant que normalement, la forme du PCB, elle va dépendre d'une CAO. Nous voici de retour dans l'interface de Fusion 360. On retrouve notre schéma laissé préalablement en l'état. On retrouve également nos deux onglets avec donc celui du schéma et celui de la conception. On retrouve également ça dans le panneau à gauche de navigation qu'on peut fermer ou réafficher en cliquant sur ce bouton-là. Voilà, bon, j'ai créé un petit dossier poubelle, c'est parce que j'ai fait des essais avant la vidéo. Voilà, et comme c'est assez fastidieux de supprimer des choses dans Fusion 360, enfin des fichiers qui ont été faits, je les laisse et je les rassemble dans un document où je peux les ignorer. Je vais donc fermer ceci sur le côté pour me libérer plus d'espace. Et là, il va falloir basculer sur la vue routage, donc la vue véritablement où on va fabriquer notre carte de circuit imprimé, où là, les composants ne vont plus avoir une représentation schématique, mais une forme correspondant à la réalité physique. Alors ça se passe par le bouton ici basculer, comme son indique, basculer vers le document de carte de circuit imprimé. On clique. Voilà, donc on se retrouve avec tous nos composants et leur forme de boîtier réel, on va dire, qui ont été positionnés ici. Je retrouve ici une forme de circuit imprimé. Donc comme je vous ai dit, je prends la forme de base rectangulaire. Pour le moment, je ne fais pas du tout d'explication concernant la liaison de cette forme de circuit imprimé avec une CAO. On va garder la forme de base telle quelle. Après, pour la modifier, bon, bah, c'est très facile. On prend des modifications comme ça et on peut tout à fait la changer. On a tous nos composants ici qui sont reliés, si on regarde de plus près, avec des traits jaunes. Donc, eh bien, cette espèce de plat de spaghetti, on appelle ça le chevelu. C'est pour visualiser toutes les connexions qu'il doit y avoir. Donc, ça permet en fait de voir qui est connecté à quoi. Donc, nous, on va devoir disposer nos composants de manière judicieuse pour faire en sorte que le chevelu soit le plus possible démêlé. Sachant que bon, sur un circuit imprimé, les pistes en cuivre, elles, ne peuvent pas se croiser. C'est pas comme sur un schéma où on peut dessiner des fils qui se croisent, mais qui peuvent ne pas se toucher. Nous, comme on est sur le même plan, au niveau du travail et du cuivre, on peut pas se croiser. Voilà, sauf si on prend évidemment le choix, on fait le choix de prendre un circuit double face. Ce qui n'est pas notre cas, on va rester sur un circuit simple face. Donc là on retrouve à peu près les mêmes fonctions que pour le schéma, pour déplacer nos composants. Ici, tout ce qui est modifié, rotation, alignement, réorganisation, donc ça fonctionne de la même façon que pour la vue schématique. Je prends ici le composant, le PCF 8574. On prend ici les connecteurs, on peut essayer de les positionner, après on peut les aligner. Déjà dans un premier temps, on va garder un peu de l'espace, et puis on va essayer de les démêler. Alors je sais que j'ai R7, alors toujours pareil, le clic droit de la souris, ça me permet de pivoter le composant. Le clic avec la roulette permet de faire un miroir. Donc je positionne comme ça, voilà. Donc j'essaye un petit peu d'organiser ça comme je veux. Par exemple, si je prends la diode D7 qui va ici, vous voyez, voilà, je peux la mettre comme ça, ou verticale peut-être, ce sera encore mieux. Et après, je vois que ici, j'ai une connexion qui doit arriver là. Alors, il y aura forcément des fils qui se croisent. Ça, c'est un petit peu l'habitude qui va prendre le dessus. On finit par avoir le coup d'œil. Donc c'est parti, on va essayer déjà d'organiser ça un petit peu de manière espacée, puis après on va regarder ça, on va le ramasser un petit peu pour que ça prenne moins de place.
Et voilà, je suis arrivé à un résultat qui ressemble à ça. Donc on voit que j'ai pris de l'espace, hein. Je me suis pas contraint à une petite surface. J'ai essayé de démêler au mieux, sachant que de toute façon, dans mon cas précis ici, je suis quelque part contraint par l'ordre des LED, hein, puisque je suis censé faire un affichage de sortie, donc je peux pas mettre les LED des sorties dans le désordre, hein. Il doit y respecter la numérotation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a des fois des contraintes autres simplement électronique qu'on est obligé de respecter. J'ai ensuite, malgré tout, des nets, hein, au niveau du chevelu qui se croisent ici, enfin un peu partout. Et ça, maintenant, ça va être le travail de Fusion 360, d'essayer de passer les pistes sans que ça se croise. Primo, le routage manuel. Si jamais je fais un routage manuel, eh ben, c'est très simple. Je vais dans le routage rapide ici et je vais choisir ici, par exemple, que je veux faire un routage de signal pour acheminer un signal. Prenons celui-ci. Donc, quand on positionne la souris sur l'îlot, la pastille là, elle se met en surbrillance, et si je clique dessus, automatiquement, ça va me créer une piste qui va directement se relier là où elle doit aller. Le trait jaune a disparu, puisqu'il a été remplacé par la piste. Déjà, j'ai deux problèmes. Primo, elle est rouge, et ça veut dire que c'est la couche cuivre du dessus. Or, moi, quand je fais un circuit simple face, en général, quand on est en simple face, on prend plutôt la piste du dessous. Donc, ce n'est pas la bonne. Je n'ai pas mis, en fait, la piste du bon côté. Donc, je vais me choisir ici en bottom, pour dire que c'est en dessous. J'annule le routage que j'ai fait ici, voilà. Et puis, je peux recommencer ici, routage rapide, signal. Comme c'est un routage rapide, je vais cliquer ici sur la pastille qui est en surbrillance, l'îlot qui est en surbrillance, et automatiquement, il va aller me le connecter à celle-ci, sans que j'ai rien à lui demander, il va trouver un chemin tout seul. Voilà, alors il a pris ce chemin-là, maintenant il est en bleu, après c'est peut-être pas par là que j'aurais préféré le passer. Si j'ai envie de le placer différemment, donc je peux toujours faire annuler le routage, et cliquer sur les petits morceaux de routage qu'il m'a fait. On n'oublie pas ici, des fois, il a tendance à en laisser un. Je peux faire le routage rapide aussi, le routage manuel. Je route manuellement et je peux cliquer ici puis lui dire que je peux faire tous les zigzags que j'ai envie, hein. Alors, le coup des angles droits, des angles un peu coupés à 45 degrés, ça peut se choisir ici. On peut se limiter aux angles droits, avec des angles brisés, des diagonales, même des arrondis si on veut. Ça donne ce genre de choses. Voilà. Bon, c'est plus pour l'esthétique, hein, électriquement parlant. À notre niveau, là, avec notre PCF 8574, ça n'aura absolument aucune espèce d'importance. Je peux annuler tout mon routage, et puis je vais le choisir de faire comme ça. Donc j'ai plusieurs possibilités, hein. Je peux le faire à la main, en choisissant différentes formes. Je peux le faire automatiquement, comme ça. Alors ça peut marcher, hein, et je clique là, je clique là, je clique ici, là, là. Voilà, donc il se débrouille toujours pour trouver un chemin, hein. Ça, là-dessus, il faut avouer quand même que Fusion 360 s'en sort pas trop mal. Je suis donc bien sur des pistes bleues, couche du dessous, ok, c'est super. Maintenant, je vais peut-être pas cliquer sur toutes les pastilles du circuit, on se doute qu'il y a moyen de faire mieux et plus vite, mais il y a aussi autre chose qui me titille dans ce schéma, c'est la finesse des pistes. Les pistes sont particulièrement fines. On va annuler le routage, sauf qu'ici, je vais annuler tout le routage, hein, donc là, ça va supprimer tout ce qui a été fait. Que ça soit fait à la main, fait automatiquement, ça vire tout, qui prévient, attention, tout va partir, hein. Oui, c'est bon. Et on va utiliser l'autoroutage. Admettons, l'autoroutage est assez simple à utiliser, hein. Donc, on va dans le routage rapide et on a autorouteur ici. Ok, très bien. Et ben là, attention, il faut dire que la couche top, elle est non disponible. Toutes les couches intermédiaires, hein, parce qu'on peut aller jusqu'à 16 couches de cuivre non disponibles aussi. Et on garde que la couche bottom en automatique. L'effort, on va le mettre à élevé. Ça, c'est simplement en fait que faible, il va vous proposer 4 solutions de routage. Moyen, je crois que c'est 8, et élevé, il en propose 16. C'est un petit montage, c'est rapide. On va proposer élevé pour voir. On fait continuer. Il calcule. Ah non, il calcule pas encore. Il faut cliquer d'abord ensuite sur démarrer. Ouais, c'est ça, 16, il en propose. Voilà. Il a fini et il m'a proposé 16 solutions dont certaines ne sont pas faites à 100%. C'est-à-dire que quand il fait son calcul pour positionner, pour placer des pistes, des fois il se tire une balle dans le pied, puis en fait il n'arrive pas à finir les dernières parce que comme il peut pas croiser les pistes, il trouve pas de chemin. Maintenant, j'en ai suffisamment à 100% pour avoir l'embarras du choix. Donc celle-là à 100%, celle-là à 100%, celle-là à 100%.
100%, bref, bon. Il a pris des fois des chemins un petit peu étranges. Voilà, on va en prendre un bien carré, par exemple, celui-là. Mais surtout, on va regarder un petit peu ce qu'il a fait. Je termine la tâche, super, mon routage, il est fini à 100%. On pourrait dire que j'ai terminé. C'est le cas, mais on va pas le fabriquer comme ça. Parce que, par exemple, ici, les pistes, toujours sont très fines. Et puis, des fois, ça passe à peu près l'une des autres, quoi. Vous voyez, là, on passe 3 pistes entre les 2 îlots du circuit intégré. Quand on fait ça de manière industrielle, pourquoi pas. Quand on fait ça avec une machine de prototypage et de la gravure anglaise avec une fraiseuse, ça c'est juste pas possible. L'espace qu'il y a entre les pistes ici, on sait pas le graver. Voilà, le routage c'est fini, c'est pas plus que ça marche bien. Quand on veut du double face, on lui propose du double face, il va nous faire les via automatiquement. J'annule le routage, j'annule tous les routages, on recommence à zéro, et c'est là qu'on arrive à la grosse partie, à savoir les règles de conception. Parce que moi je veux des pistes plus larges, je veux des pistes plus espacées, je veux quoi d'autre encore, on va voir. Donc ça se passe dans l'onglet, le menu règles ici, j'ai les préférences et j'ai les règles. Alors, il y a la validation, mais nous on va sur les règles de conception avec le petit crayon pour dire qu'on va éditer ici. On arrive devant une nouvelle fenêtre qui a changé récemment, là, fin 2024. C'est mieux ou moins bien, je ne saurais pas dire. Donc on peut charger des profils, suivant le projet, mais bon là on va pas en parler aujourd'hui. Et ça maintenant, on va mettre toutes les dimensions qu'on veut respecter. Par exemple, ici, fil, dégagement de fil. Là on comprend tout de suite que c'est la distance qu'on a entre deux pistes. Dégagement en cuivre, signaux différents. Voilà, donc entre deux pistes différentes, est-ce qu'on peut, quel est l'espace? Donc minimum 6, préféré 6. Alors ça c'est des millièmes de pouce, c'est 1000. Si je voulais marquer en millimètres, je mettrais mm. Alors comme je n'ai pas une calculatrice dans la tête, moi je vais taper des valeurs en millimètres et il fera automatiquement la conversion en millième de pouce. Moi par exemple, je sais qu'avec mes fraises sur la machine, je peux pas faire des espaces moins de 0,2 mm, c'est compliqué. On peut descendre à 0,15, mais il faut vraiment que l'outil soit neuf, ce qui n'est jamais le cas. Donc je vais me mettre 0,2 mm. Donc je tape mm, et hop, automatiquement il me fait la conversion en millième de pouce. Mais je peux lui dire que c'est mon minimum, mais je peux lui dire que si tu as de la place, profites-en. Je vais lui dire, si tu as de la place, prends plutôt de l'espace à 0,4 mm, le double donc. Comme ça, quand il va faire du routage, il va prendre 0,4 mm d'espacement, puis quand il est coincé, il sait qu'il peut descendre un peu, quoi. Dégagement de pad, c'est à peu de choses près la même chose, mais pour entre une piste et un îlot, pad en anglais, donc toujours pareil, 0,2 mm, 0,4 mm ici. Dégagement fil, dégagement de via, donc là c'est pour les via. Là je vais pas le changer, vu que des via j'en ai pas, ça concerne les circuits double face. Pour le changer, mais ça me concerne pas. Dégagement de pad à pad, là c'est-à-dire que ça nous concerne pas vraiment, puisque j'ai des composants qui sont très suffisamment espacés. Disons que ça concernerait si jamais je voulais coller par exemple une résistance à une LED, je peux pas rapprocher les pads, les îlots trop près les uns des autres, ce qui n'est pas mon cas ici puisque j'ai largement la place. Mais pour éviter les erreurs, on va le mettre aussi. Dégagement avec les via, on n'est pas concerné. Là, les via encore, on n'est pas concerné. Tout ce qui est composant monté en surface, là on voit les espaces ici entre l'îlot et un îlot qui n'est pas monté en surface. Ça nous concerne pas, tout ce qui est monté en surface, de toute façon. Ça, c'est l'espace minimum qu'on doit respecter par rapport au bord du circuit et par rapport au bord des trous qu'on pourrait faire. Là, je suis à 40 000, je sais pas combien ça fait, 100 mm. Ça doit faire dans les 1 mm, 1 mm 2. Moi, je vais lui dire que je vais me mettre 2 mm. Après, j'ai d'autres fonctions que je vais pas aborder ici. Cuivre, limiter le dégagement, ça va pas nous concerner. Via, ça nous concerne pas. Masque de soudure, ça ne nous concerne pas. Les dégagements de perçage, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait fait, ce qu'on a dit tout à l'heure sur la distance entre les pastilles, mais là c'est parce que les pastilles peuvent être plus ou moins larges, donc il faut aussi le préciser pour le perçage. J'ai pas spécialement d'exigence concernant la distance qui est entre les perçages, d'autant que de toute façon, quelque part c'est déjà couvert par l'autre qui nous limite sur la distance du cuivre entre les îlots. Les lignes non connectées, recherche les espaces entre les couches, ça peut être pratique des fois. Et voilà, là on arrive à la partie la plus importante, la largeur du cuivre, puisque c'est la largeur qu'on voulait, et je disais que c'était un petit peu trop fin aussi, parce que comme on va utiliser, dans mon cas, un outil de fraisage, si la piste elle est trop fine et que la fraise est un tout petit peu usée, il va y avoir un petit peu de l'effort, de la contrainte, et le cuivre il risque de s'arracher. Et les pistes de 6 millièmes de pouce, c'est vraiment un cheveu, et assurément ça va s'arracher. Donc,
Moi, en minimum, du minimum, je disais, je peux faire pareil, à peu près pareil que pour l'espacement, je mets du 0,2 mm en largeur. Après, ça, c'est chacun, il voit son réglage, hein. Moi, c'est parce que j'ai une machine d'usinage et de gravure qui fait ça, avec un procédé chimique, ou si on envoie ces trucs à la fabrication par un prestataire, on n'est pas embêté avec ça. Voilà, donc j'arrive à ces dimensions-là. Taille du perçage, ceci peut être plus ou moins large, donc il faut aussi le préciser pour le perçage. Bon, j'ai pas spécial. Donc, 13, je sais pas combien il fait là, de millième de pouce. Moi, je vais dire que ma fraise la plus petite, c'est du 0,5 mm. Mon forêt, je veux dire. Donc, j'ai dit, mon forêt minimum, c'est ça. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ces règles-là, après, on peut ajouter encore des règles personnalisées, hein, si on veut. Mais on va pas le faire. Donc, on a positionné nos règles. Donc, maintenant, l'autoroutage, quand il va vouloir recommencer son travail, eh ben, il va être obligé de respecter ces critères. Eh ben, on va le faire. Donc maintenant, je lance l'autoroutage avec toutes les règles que je lui ai indiquées. Donc il ne va pas me refaire la même chose que précédemment, puisque les conditions ne sont pas les mêmes. Il ne va pas pouvoir ce coup-ci se permettre de me passer 3 pistes entre les 2 îlots ici. Il ne peut plus ça maintenant. Ça ne marchera pas. Donc il va devoir trouver d'autres chemins, et là il risque de galérer un petit peu plus, et à mon avis, on va avoir moins de résultats à 100%. Donc quand je lance l'autoroutage ici, je suis à top. NA, non disponible toujours, bottom auto, bon, élevé, continuer, voilà, démarrer. Et là, déjà, on sent qu'il cherche un peu plus, là. Il y a déjà moins de résultats à 100%, voilà, mais on en a quand même, c'est suffisant. De toute façon, il nous en faut qu'un seul. Ah, il n'a pas fini encore. Voilà, donc à 100%, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai quatre, j'en ai cinq. Donc on va regarder. Alors j'ai celui-là, pourquoi pas, celui-là. Alors ceux-là, électriquement parlant, ils se valent tous, hein. Après, on peut le choisir en fonction de l'esthétique, hein. Allez, on va dire celui-là, il fera très bien le boulot. Je fais terminer la tâche, mon routage, il est fini. On constate que maintenant, il ne passe jamais plus d'une seule piste entre les îlots ici du circuit intégré. Voilà, bon après, bon, on n'aime pas son travail, hein. Je vois pas ce qu'il a poussé, par exemple, à faire ici ce coude, mais bon, on envoie le truc à la fabrication comme ça, c'est fonctionnel, hein, ça marche. Voilà un petit peu pour le routage. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si j'avais envie de refaire un peu du routage? Après, on peut reprendre, hein. Ici, je peux faire modifier, ici, déplacer. Je peux déplacer des sections de pistes, hein, pour manuellement les espacer. Parce que d'un côté, il faut voir que c'est une machine qui va le graver avec des outils, puis de l'autre côté, il y a quelqu'un qui va les souder à la main. Donc c'est bien si c'est pas trop près, pour éviter les ponts de soudure, hein, quand on soude à la main derrière. Voilà, donc on peut faire des choses comme ça, on peut remodifier, faire les petites retouches qui vont bien, voilà, parce qu'il n'y avait pas besoin de... Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir tous ces virages. Voilà, donc il n'est pas parfait, hein, encore le jet de routage, je vois pas pourquoi il nous a fait un bic comme ça, là. Un petit peu le résultat qu'on peut obtenir. Voilà ce qui concerne l'autoroutage. Donc c'est très simple à utiliser. Le gros du travail se fait plutôt au positionnement des composants. Il faut avoir judicieusement placé ses composants. Il faut avoir bien défini ses règles de conception et après ça va tout seul. Quand on est coincé et qu'il ne trouve absolument aucune solution à 100%, c'est peut-être qu'on a mal placé un composant. Donc on annule le routage, on essaye de changer le composant qui a l'air d'être le moins connecté et puis on voit ce qui se passe. Par exemple, si j'annule mon routage. Donc maintenant, essayons un petit peu de le pousser dans ses retranchements, l'autorouteur, pour voir à peu près ce qui va se passer. Si jamais, par exemple, je n'avais pas un routage à 100%. Alors là, c'est très facile pour obtenir un routage qui n'est pas à 100%. J'annule tout le monde. Je retourne dans mes règles de routage et je lui dis que la largeur de mon cuivre, je veux que ça soit des pistes de 0,8 mm. C'est des pistes nettement plus larges. Et ça, avec un peu de chance, il va pas réussir à faire des routages à 100%. Alors voilà, il est quand même arrivé. Il en a sorti un à 100%. Il a quand même réussi à trouver une solution. Il y a quand même quelques petits détours, hein, mais il y est arrivé. Comme quoi, qu'il se débrouille quand même pas si mal. Et on voit que les pistes ici sont nettement plus larges. Donc, pourquoi pas. Allez, je vais garder ce montage-là. Une dernière chose avant de partir. On a vu ici qu'on avait défini les règles de conception. Il faut aussi que je définisse mes règles, mes préférences aussi au niveau du PCB. Ça sera utile après pour les fichiers de fabrication, mais il faut le préparer maintenant. Alors, il faut modifier les propriétés du circuit imprimé. Donc, on va ici dans
onglet pile de couches et on retrouve ici notre matériau diélectrique avec ici au-dessus le cuivre du dessus, le cuivre du dessous, puis éventuellement la métallisation des trous, que je n'ai pas dans mon cas. Donc le cuivre du dessus, bon bah je m'en fiche parce que de toute façon je l'utilise pas. Le diélectrique, alors là j'ai des dimensions en millième de pouce, moi je suis en millimètres, mais je fais modifier les propriétés du matériau pour autoriser la modification de ces valeurs. Moi, je double-clique dessus, ah bah voilà, c'est des matériaux de 1,5 mm. Alors moi en fait il fait 1,6. Et puis ici, mon cuivre c'est du 0,035 mm. Ah bah ça on est d'accord. J'ai du 35 microns. Ok, par contre c'était juste l'épaisseur du diélectrique. Moi j'utilise du FR4 pour information, et donc c'est un poil plus épais. Voilà, voilà. Donc maintenant que j'ai fait mes couches ici, on retrouve ici tout un tas de dimensions qu'on peut faire. Par exemple, on peut lui demander pour les pads, les vias, on peut lui demander des largeurs minimales entre le diamètre de l'îlot du pad et le perçage. On peut les élargir. C'est vrai que 10 millièmes de pouce, c'est pas beaucoup. On pourrait le mettre à 20. On va voir ce que ça donne. Alors pour illustrer, si on regarde, vous voyez ici, j'ai des pastilles là, elles sont à peine plus large finalement que les pistes. Si jamais je change ça, voilà, donc j'utilise que celle du bas, les vias j'en ai pas, et ici les micro-vias j'en ai encore moins. Donc je lui dis que minimum c'est 20 millièmes de pouce, maximum c'est 20 millièmes de pouce, mais seulement sur la couche du bas. Les formes ici, bon bah je peux lui demander d'arrondir, enfin voilà. C'est des détails, je vais pas en parler tout de suite. Et si je fais OK, voilà, normalement. Maintenant si on regarde la taille, ça, on voit que c'est un petit peu plus large. Si je l'agrandis encore à 30 millièmes de pouce, on voit que ça s'agrandit. Vous voyez, donc c'est pareil. Quand on veut faire des montages à la main, c'est bien d'avoir des pastilles très larges pour éviter déjà qu'elles se décollent. Et puis bon, quand c'est du prototypage, si jamais le forail n'a pas percé pile au centre, au moins on n'est pas embêté, on n'a pas coupé la pastille. Quand on fait du prototypage à la main, autant essayer d'être le plus fat possible, dans la limite du raisonnable. Vous voyez, parce que là du coup ça devient un petit peu compliqué. D'ailleurs je sais même pas si ça va pas coincer ici. Là j'ai peut-être un petit peu poussé fort. On va dire que 20 ça suffira. Voilà, donc j'ai agrandi mes pastilles pour rendre la soudure plus facile. Voilà, donc j'ai un montage ici qui prend forme, qui respecte mes règles de routage que je lui ai imposées, qui respecte aussi mes préférences de conception. Très bien. Maintenant, on va regarder si tout est conforme, parce qu'il y a comme des choses qui vont coincer. Et là, la petite coche ici, maintenant, vérifier les règles de conception. Et j'ai des erreurs ici. Ah, tiens, il se passe des choses. Alors, les erreurs, on les voit, parce que des fois, quand on a l'œil, il met des petites hachures, comme ça. Il veut dire ça respecte pas, il y a quelque chose qui coince. Ici, il y a quelque chose qui coince. Là aussi, ça passe trop près, parce qu'à force de vouloir élargir mes pistes, si j'élargis les pistes, forcément, ça réduit l'écartement que j'avais, et là, on voit même carrément que ça passe dessus, quoi, donc clairement, c'est une erreur, qu'il va falloir régler tout ça. Je peux relancer un routage, parce que j'ai quand même changé mes règles après le routage, donc j'étais à 23,7, 30 erreurs en tout, j'annule le routage, je relance l'autoroutage, je reste en simple face. Voilà, alors par chance, j'en ai encore un à 100%, c'est super, ça ressemble à ça. Donc on voit qu'il a passé tous les signaux des LED de côté pour les ramener ici. Ok, très bien. Voilà, en respectant toutes mes règles de routage, et là, du coup, j'ai plus d'erreurs et plus d'avertissements. Donc quand on a lancé l'autoroutage et puis qu'on a changé les règles de conception après, il faut savoir qu'on peut éventuellement détraquer la vérification. Donc c'est bien soit de relancer l'autoroutage ou alors de corriger les trucs à la main. C'est-à-dire bouger les pistes, bouger les composants, voilà. On peut rectifier chaque erreur à la main si on a le temps. Bon, si on est content du résultat, ma foi... Et voilà, donc pour un premier montage, alors c'est loin, loin, loin d'être parfait, on peut dire plein de choses. Déjà, la surface du circuit imprimé, qui est absolument démesurée. On peut s'amuser à essayer de la réduire autant que possible jusqu'à ce que ça passe. Mais bon, je garde ça pour une prochaine fois. Comme je disais, normalement, la forme du circuit imprimé, nous, on tâchera de la lier avec une esquisse d'une CAO et de lier tout ça pour que ça, éventuellement, ça reste lié et que ça bouge ensemble. On se retrouve plus tard.